Qu'est-ce que l'ONU et comment fonctionne cette organisation des Nations Unies? Donc l'ONU a été fondée en 1945, à partir d'avril 1945 et la charte de San Francisco. Le principe de l'ONU existait déjà avant. L'ONU a remplacé ce qu'on appelle la SDN, la Société des Nations, qui avait été fondée à la suite du traité de Versailles en 1919, après la Première Guerre mondiale. L'objectif de la SDN, Société des Nations, était de maintenir la paix et d'éviter un nouveau conflit comme on avait connu entre 1914 et 1918. La SDN était donc un échec vu que la Seconde Guerre mondiale a eu lieu en 1939, mais elle a permis de poser des règles du droit international et de régulation entre les États et les puissances. Pendant la guerre, les grandes puissances futures vainqueurs du conflit, notamment États-Unis et Angleterre, se sont réunies à plusieurs reprises et ont relancé le principe d'une organisation internationale qui va être vraiment actée en 1945 à la suite de grandes conférences, la conférence de Yalta en février 1945. La guerre est encore en cours, l'Allemagne ne sera battue que le 8 mai 1945. Donc Yalta, Y-A-L-T-A, c'est sur la mer Noire, c'est une ville, station balnéaire de l'URSS. Et on avait donc l'URSS avec Staline, les États-Unis avec le président Roosevelt et l'Angleterre avec le premier Churchill qui se sont réunis pour commencer à anticiper, sachant que la défaite de l'Allemagne arrivait, vraiment se prononcer, anticiper sur une nouvelle organisation internationale, une nouvelle vision du monde, et dans les différents partages, notamment de l'Allemagne et les alliances entre ces puissances, il était prévu de créer l'ONU. Finalement, le principe de l'ONU se met en place à partir d'avril 1945, vraiment la conférence de San Francisco, et le texte de la charte, vraiment c'est le texte fondateur de l'ONU, sera adopté progressivement par une cinquantaine d'États, vraiment vers la fin de l'année 45, en 1945, autour du mois d'octobre. Donc ça c'est intéressant, c'est vraiment cette année fondatrice. Et l'ONU, cette organisation, va se doter de plusieurs organismes, plusieurs éléments. Le siège prévu d'abord en Europe va finalement être transféré assez rapidement aux États-Unis. Donc vous avez une image ici dans le quartier de Manhattan à New York. Donc la ville mondiale par excellence. Vous avez donc un bâtiment qui sera créé dans quelques années après la fondation. Ici, un grand building et une grande salle qui contient notamment l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est l'organe central qu'on revoit ici sur le schéma. L'Assemblée générale, c'est là que les décisions sont prises de manière démocratique, car il existe aujourd'hui 193 États membres qui ont signé le principe de l'ONU et la charte de San Francisco, et chaque État a un représentant avec une part égale, un vote et un pouvoir égal là-dessus, et il siège ici dans la salle de l'Assemblée des Nations Unies. Et donc là, on a des bureaux et plusieurs organismes, on voit les drapeaux des pays membres qui flottent. Ici, vous avez le Conseil de sécurité de l'ONU, qui est un des organismes qui gravite autour, vraiment, donc à New York ici, de l'Assemblée générale, et ce Conseil de sécurité est composé donc de membres permanents, et 5 membres permanents, et puis d'autres membres élus, et c'est ces 5 membres permanents qu'on voit ici, la France, la Chine, l'Angleterre, États-Unis et Russie, qui ont un droit de veto, voilà, un droit de veto de blocage des décisions. Donc 15 membres au Conseil de sécurité de l'ONU, dont 5 permanents, et les autres sont élus tous les 2 ans. Donc eux, ils siègent ici dans cette salle, les débats ont lieu ici, puis évidemment vous imaginez plein de bureaux. Donc l'ONU est là, représente le monde, centré ici sur l'Arctique, avec l'idée de paix qui est vraiment centrale dans leur emblème. Donc NU, c'est United Nations. United Nations, donc en anglais, que vous retrouvez souvent sur les logos, et puis on voit par exemple l'UNICEF, United Nations, ce sont différents éléments. Dès que vous avez UN, ça fait référence en général à l'ONU. Donc plusieurs organisations, institutions gravitent autour donc de l'organisation centrale. Ici, vous avez donc l'Organisation mondiale de la santé, il y a tout ce qui va être donc Programme alimentaire mondial et la FAO, le fonds donc alimentaire international, vous avez les cultures et patrimoine avec l'UNESCO, la Cour internationale de justice, l'alimentation donc FAO, des mesures météorologiques, voilà, il y a plein de choses. Je vous ai mis ici par exemple la FAO, donc le fonds alimentaire international, qui a été créé dès 1945, dès le départ, et dont le siège est à Rome. Donc tout n'est pas à New York, il y a aussi plusieurs institutions qui sont dans d'autres villes. L'OMS, qui est l'Organisation mondiale de la santé, fondée dès 1946 à son siège à Genève, en Suisse, tout comme l'OIT, l'Organisation internationale du travail, fondée aussi en 1946, qui est à Genève en Suisse. L'UNESCO, elle aussi fondée en 1946 comme l'UNICEF, c'est l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, sciences et la culture. Son siège est à Paris, donc à la maison de l'UNESCO à Paris, dans le quartier des ministères. Et l'UNICEF travaille pour les enfants.
et l'éducation et l'urgence donc des enfants. New York, le siège est à New York. Voilà, ce sont quelques éléments parmi d'autres qui gravitent autour donc de ces institutions principales de l'ONU. Voilà, l'ONU, c'est vraiment une grosse machinerie, hein. C'est des millions de personnes finalement, directement ou indirectement, qui travaillent pour l'ONU dans différents sièges, et on a un secrétariat général avec un secrétaire donc de l'ONU qui le représente, qui est élu, qui s'appelle Antonio Guterres actuellement donc, et qui a ce rôle de représentation là-dessus. On a un conseil économique et social, un conseil de tutelle. On voit les différents organismes qui sont ici, un secrétariat, vous avez la Cour internationale de justice, des conseils économiques et sociaux et plein d'organismes qui dépendent directement ou indirectement, comme le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le développement, qui fabrique notamment tous les statistiques sur l'IDH. C'est le PNUD qui a créé au début des années 1990 le principe d'indice de développement humain, qui gère les statistiques, qui récolte les données et qui met à jour ces informations-là. On a le HCR, le Commissariat aux réfugiés, qui s'intéresse justement au problème des déplacements de population, et puis on a voilà l'UNESCO, la FAO, l'OIT, hein, qui sont des grands éléments. Vous en avez plein, toute la liste est ici. Et vous en avez qui dépendent directement ou indirectement du Conseil économique social, l'AIEA, donc Agence internationale pour l'énergie atomique, qui contrôle les centrales nucléaires et la propagation des armes atomiques, qui sont limitées à quelques pays. Et voilà, l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, qui gravite aussi autour de ça. Donc vous avez une liste très forte qui est présentée ici et qui montre les différents programmes. Et l'ONU intervient partout dans le monde. Alors cette carte date de 2015, mais elle montre les différentes interventions qu'on a pu avoir, que certaines sont toujours en cours, et les noms qu'on donne. Voilà, ces interventions liées au casque bleu, qui dépend du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est un groupe d'armées donc non permanente, parce que ce sont chaque pays membre de l'ONU qui va décider d'attribuer une partie de ses soldats à des missions. Ça peut être 100 soldats, comme ça peut être 2000, et chaque pays donne ou ne donne pas du matériel ou des hommes prêts pour ces missions de l'ONU. On voyait la MINUC, UNICIP, MINUSTA, etc. À chaque fois, c'est des missions de l'ONU qui sont là, la MINUS au Soudan du Sud qu'on va avoir, la MONUSCO. Ce sont différents exemples de missions donc qui sont arrivées à leur terme. Et là, on était en 2015 et qui ont été menées par l'ONU. Donc l'ONU intervient pas uniquement au niveau militaire, c'est au niveau social, l'éducation, en fait dans tous les domaines de la vie, dans le but de maintenir la paix et permettre le développement des sociétés. C'était une belle valeur qui malheureusement n'est pas couronnée de succès à chaque fois, mais sans l'ONU, il y aurait sans doute beaucoup plus de difficultés au niveau mondial. Et on a la Cour internationale de justice, alors différents organes, à différencier de la Cour pénale internationale et tribunal pénal. Ça, ce sont des organes indépendants qui ne siègent pas de manière permanente, qui sont quand même sous influence de l'ONU, mais pour nous, pour l'ONU, il y a la Cour de justice internationale ou Cour internationale de justice, CIJ ou CGI, peu importe comment on l'appelle, qui est censée gérer les problèmes entre les États membres 193 donc de l'ONU. Elle siège à La Haye, LA, espace HAYE, aux Pays-Bas. Vous avez donc la photo du bâtiment ici, et vous avez l'intérieur de la cour, donc du tribunal. Vous avez donc une douzaine de membres qui siègent tout le temps. Ces membres sont choisis dans différents pays. On peut pas avoir deux juges d'un même pays, ce n'est pas possible. Et on choisit, ils sont élus pour une durée déterminée. Donc, principe démocratique, encore une fois, il y a un roulement possible. Alors, vous pouvez être réélu, évidemment, à votre poste. Et ce qui est intéressant, c'est que on cherche à avoir des juges de différents pays, différentes cultures, différentes civilisations, et aussi différents systèmes juridiques, qui n'est pas une domination des systèmes européens, par exemple, ou Amérique du Nord, qui sont très similaires, parce qu'ils sont nés aux mêmes époques. À l'époque de la colonisation, puis 19e, 20e siècle, on prend de tous les continents et toutes les civilisations pour pouvoir justement avoir une approche juridique mixte et globale et répondre aux problèmes. Alors que fait cette Cour internationale de justice? Elle règle les litiges, les règlements, notamment entre les pays. Si trois pays sont en conflit, par exemple pour un problème frontalier, ce qui est le cas pour du travail en première AGGSP sur le thème des frontières, si c'est une implication volontaire de chaque pays, que chaque pays accepte d'avoir un arbitrage de la Cour internationale de justice, alors elle fera une enquête, elle va écouter tous les arguments de chaque pays et elle rendra une décision après, qui peut être contraignante ou non contraignante, ça dépend des situations. Mais la CIJ traite aussi tous les problèmes qu'un pays pourrait avoir avec des institutions. Un pays n'est pas d'accord avec les règles de la FAO ou a des difficultés avec l'intervention de l'UNICEF, etc. C'est le rôle du tribunal, donc de cette Cour internationale de justice, qui n'est pas le tribunal, mais la Cour internationale de justice, de régler les litiges, les problèmes entre États membres.
Voilà, mais notamment entre États, il faut vraiment avoir ça en tête. Si dans 3 pays qui sont en conflit, il y en a un qui dit non, je ne veux pas de l'arbitrage de la CIJ, alors la Cour internationale de justice n'interviendra pas. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté unanime, donc de tous les pays concernés, pour qu'il y ait un arbitrage. Et en fait, il y a plein de choses qui se passent, des problèmes d'espace aérien entre 2 États, espace maritime pour les zones économiques exclusives. Et en fait, la Cour internationale de justice traite des milliers de dossiers chaque année, certains plus ou moins importants. Et à côté, on a les tribunaux pénaux internationaux, la Cour pénale internationale ici, qui intervient sur le pays en question pour les cas graves de crimes de guerre, crimes contre l'humanité. Il y a eu le cas au Rwanda, par exemple. Donc c'est une cour non permanente qui se déplace et qui va rester plusieurs mois ou plusieurs années sur le lieu où des crimes très importants auraient été commis. Voilà, l'ONU, c'est quelque chose de vraiment énorme, et on a des programmes et institutions là qu'on voit autrement, la Banque mondiale, Fonds monétaire international, l'Organisation mondiale du commerce qui gravitent autour de ça, qui sont des programmes vraiment autour de l'ONU, et l'ONU a cette mission donc de permettre la paix et le développement. Elle n'y arrive pas, forcément, vu le nombre de guerres, de conflits qu'on peut avoir encore aujourd'hui donc dans le monde, avec le dernier en cours qui nous concerne plus en Europe, donc le problème en Ukraine. On voit bien les difficultés face à ce blocage que représente la Russie, qui est un des gros pays, donc contributeurs au budget. Vous voyez ici les cartes, les pays qui contribuent le plus par rapport à leur budget total, leur PIB, sont les pays-là, et on voit donc États-Unis forcément, l'Europe, l'Union européenne donnent beaucoup d'argent, la Chine, le Japon, la Russie, l'Australie. Et puis après, on a d'autres pays qui ont des ressources moindres et qui participent à moins de 1% ou moins de 0,1% au budget, mais qui sont quand même actifs. Et là, c'est très intéressant. Mais dans cette organisation, dans cette fameuse Conseil de sécurité, les 5 États membres ont un droit de blocage sur toute intervention militaire ou sur toute sanction économique ou blocage ou éventuellement résolution de l'ONU. Ça pose un vrai problème de fonctionnement. Et dans le cas de la guerre en Ukraine, la Russie est directement concernée. Et donc la Russie met son veto à chaque volonté donc de sanction de la part de l'ONU, et rien ne peut se passer. Alors il faudrait, en élément technique, que l'Assemblée générale se réunisse et accepte de manière unanime, donc de revoir les principes de fonctionnement de la charte et d'exclure, c'est possible dans les éléments juridiques, d'exclure temporairement ou définitivement un membre de l'ONU, ça c'est très complexe évidemment, ça peut arriver, ou alors du Conseil de sécurité, enlever le droit de veto, mais ça remettrait en cause, et c'est peu probable, en tout cas à l'état actuel des choses, que cela arrive, mais ce n'est pas théoriquement impossible. Donc on est sur une grosse organisation, c'est la plus grosse organisation au monde, elle a un rôle fondamental avec ses limites, mais elle fait un travail énorme et aide des milliards de personnes chaque année au niveau de l'éducation, de la santé, des réfugiés, de l'alimentation, et essaye d'aller vers un monde plus global, mais elle est soumise aux tensions de chaque État, notamment des grandes puissances qui ont un rôle clé, États-Unis, Union européenne, Chine, Russie, etc., et qui veulent aussi imposer d'une certaine manière leur vision du monde. Sauf qu'un pays n'est pas le seul. On en a 193 en tout, et il faut pouvoir composer. Ça donne des débats complexes, très techniques, avec beaucoup de pourparlers autour donc des bureaux, notamment à l'ONU au siège, qui se situe à New York.